Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, chers confrères et cher public, tout d'abord, je vous remercie de votre attention. Je dois vous faire une confession. Je suis désolée. Désolée, oui, car la divine Hélène est plutôt habituée à entendre de beaux sujets sur sa beauté. Elle va être quelque peu irritée par ce qui va suivre. En effet, il n'y a que la vérité qui blesse. Enfin, qu'elle n'ait crainte. Mes mots piquent peut-être un peu, mais n'ont rien de fatal. On ne peut en dire autant de sa beauté, qui a semé la mort partout sur son passage. Vous tous qui êtes présents dans cette salle, je vous invite à me rejoindre dans cette accusation et à rendre justice aux victimes de cette guerre. Ne nions pas le chagrin du roi Priam, qui a tout perdu suite à cette tragédie sans nom. Ne fermons pas les yeux sur les épouses, les mères, les sœurs violées, les enfants tués et les hommes tombés sous les coups de l'acier. N'ayons pas peur de réveiller l'humanité en nous. Ce soir, j'ai pour mission de rendre la vue à ceux qui se sont laissés aveugler par sa beauté et de vous montrer en quoi l'on se doit de poser un regard plus dur sur ce minois pourtant si doux. Vous allez découvrir que derrière son maquillage se cache un autre visage. Ce soir, je condamne Hélène pour sa superficialité, son égoïsme, sa lâcheté et sa duplicité qui ont causé l'une des plus grandes tragédies de l'Antiquité. Tout commence par un beau jour dans la ville de Sparte, lorsqu'Hélène, fille de Zeus à la beauté incroyable, profite de l'absence de son mari Ménélas pour suivre le beau et riche Paris. Et, faut-il le mentionner, prince de Troie accessoirement. Il y a pire parti, j'en conviens. Trahissant sa nation, elle abandonne son époux et sa petite-fille Hermione, alors âgée d'à peine 9 ans. Ses deux frères, vaillants guerriers, pourtant présents au palais, ne sont pas alertés. Un simple cri ou une tentative de fuite aurait suffi à cela. Arrivée à Troie, elle est accueillie par Priam à bras ouverts. Hélène clame haut et fort regretter ce qu'elle a laissé derrière elle. Cela ne l'empêche pourtant pas de rejoindre Paris dans son lit. Durant ce conflit, elle se met tout à tour du côté des Grecs, puis des Troyens. Nous verrons cela plus en détail par la suite. À la mort de Paris, elle se console avec son frère Déiphobe. Lorsque la mère de Déiphobe propose son aide pour rejoindre le vaisseau des Grecs afin de mettre fin à la guerre, Hélène refuse. À la mort de Déiphobe, Hélène est retrouvée par Ménélas, auprès duquel elle partage encore la couche depuis lors. Nous allons voir ensemble qu'Hélène a été motivée par un mobile égoïste et qu'elle cherche à se déresponsabiliser. Nous verrons aussi qu'elle a joué un double jeu durant la totalité de la guerre. Mais avant, quelques mots sur l'image qu'Hélène renvoie symboliquement. Hélène est dite supérieure à toutes les autres femmes, de par sa beauté et son ascendance, toutes deux divines. Oui, son père est Zeus, et je vous l'accorde, elle est sexy. Mais cela est-il suffisant pour la placer au-dessus de nous? Qu'en est-il des vertus telles que l'intelligence, le courage et la bonté? Sont-elles moins importantes? Ne vous méprenez pas, je ne blâme pas Hélène pour ses qualités, mais plutôt pour celles qui lui font défaut. Elle se veut incarner l'amour, mais elle n'est habitée que par la superficialité et l'égocentrisme. Elle n'a donné d'autre sens à sa vie que celui d'être un objet de désir. Grâce à son physique avantageux, cela lui a permis de toujours s'en sortir malgré les atrocités provoquées. Et elle a retrouvé sa vie confortable auprès de Ménélas, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, il s'en est passé des choses. Durant toute la guerre, elle a fait preuve d'un égoïsme démesuré. Tout d'abord, elle a abandonné son mari et sa petite-fille pour tomber dans les bras d'un bel âtre troyen. À la vue de son costume parsemé d'or, la vénalité d'Hélène a saisi l'opportunité de satisfaire une faim brièvement rassasiée par les pâles richesses de Ménélas. Mais soyons fair-play et laissons de côté un instant, voulez-vous, le cliché qu'incarne hélas Hélène, que belle femme amoureuse rime avec fortune généreuse.
Et partons du principe que c'est le feu de l'amour contre lequel elle n'a pas pu lutter. Le cœur bat plus vite et la raison s'envole. Oui, mais il n'existe pas qu'une seule forme d'amour, qu'on définit comme romantique. Si c'était le cas, on pourrait excuser Hélène. Mais que fait-on de l'amour maternel? C'est aussi une forme d'amour, et de loin le plus fort et le plus naturel. Son amour pour Hermione ne pouvait-il pas l'emporter et la raisonner? Non, puisqu'elle l'a balayé d'un revers de main lorsqu'elle a posé le premier pas sur le bateau des Troyens. Et que fait-on de l'amour de Priam, pour ses fils morts à la guerre, pour son peuple décimé par les Grecs, et pour sa cité réduite en cendres? Je tiens à ajouter que lorsque l'amour est vrai, il est tout sauf égoïste. Si Hélène aimait vraiment Paris, d'un amour pur et profond, elle aurait fait passer son bien-être par-dessus tout. Autrement dit, elle aurait préféré ne pas risquer engendrer tous ses malheurs dans sa vie, même si cela voulait dire ne pas pouvoir être à ses côtés. Mais non, Hélène a choisi ses intérêts personnels avant ceux de Paris, d'Hermione et d'une nation entière. Pire, je la soupçonne même de s'être délectée du spectacle, flattée par tous ces hommes mourant au combat pour elle. Peut-être pourrait-on lui pardonner, peut-être, si elle reconnaissait ses torts et en assumait les conséquences. Mais, telle une enfant, elle rejette la faute sur autrui. Tout d'abord, elle pointe du doigt la mère de Paris, qui lui a donné naissance, et, je cite l'accusé, « le serviteur qui n'a pas tué le nouveau-né ». Quel monstre souhaiterait la mort d'un bébé? Quoi qu'il devienne par la suite, il reste à sa naissance un être fragile et innocent. Innocent, Ménélas ne l'est pas non plus au dire d'Hélène. Son époux indigne, et je reprends les mots de l'accusé, était absent lors de la venue de Paris. Et c'est connu, les absents ont toujours tort. Elle poursuit sa course aux reproches avec Paris. Mais comme nous l'avons vu, rien ne prouve qu'elle n'est pas son complice. Sa lâcheté ne s'arrête pas là. Elle s'attaque à Aphrodite. Elle a été soumise à la volonté de la déesse de l'amour et a eu peur de lui faire voir rouge. Comme c'est arrangeant. Qui pourrait prétendre à pouvoir résister à la volonté des dieux? Et comment pourrait-on prouver le contraire? Impossible de faire venir la déesse en ces lieux pour témoigner. Et si cela était vrai, n'aurait pu-t-elle pas demander de l'aide à Zeus, le dieu des dieux? Et n'aurait-elle pas préféré la mort plutôt que l'esclavage éternel? Et où était Aphrodite à la mort de Paris lorsqu'Hélène est retournée avec Ménélas? Comme nous pouvons le constater, Hélène est aussi douée pour fuir Sparte que ses responsabilités. Précédemment, j'ai comparé Hélène à une enfant. Mais les enfants disent la vérité et sont innocents. Alors qu'Hélène, je suis étonnée de ne pas avoir vu son joli nez s'allonger. Tout d'abord, elle ment lorsqu'elle prétend s'être faite enlever de force. Un autre mensonge lorsqu'elle dit avoir tenté de s'échapper pour rejoindre les vaisseaux grecs. Elle dit avoir été surprise par les sentinelles, suspendue par une corde au créneau et laissant glisser furtivement son corps vers le sol. Pourquoi une telle machinerie alors que la reine de Troie elle-même propose son aide pour l'aider à fuir? Aide qu'elle refuse, dois-je le rappeler. Aussi, Hélène retourne sa veste plus rapidement qu'elle ne bat des cils. Lorsque Ménélas est en force, elle fait son éloge auprès de Paris. Et lorsque les Troyens reprennent le dessus, Ménélas n'est alors plus rien à ses yeux. Lorsqu'Ulysse, héros grec, infiltre Troie sous le déguisement d'un mendiant, elle fait le serment de ne rien révéler. Mais lorsqu'il est caché avec ses compagnons dans le cheval de Troie, elle tente de les débusquer. Oui, Hélène change autant de camp que de mari, et pour les mêmes raisons, les gains et les avantages qu'elle peut en retirer. Permettez-moi de terminer cette plaidoirie en m'adressant directement à l'accusé. Hélène, bien que votre paraître soit doux à l'œil, votre être est amer au cœur. Vous êtes une rose, mais gare aux épines. À vous laisser cueillir par tous, vous avez fait ressortir le pire en vous et avez fini par pourrir de l'intérieur. En prenant tout à la légère, vous avez engendré de graves conséquences. Heureusement, ce soir, nous avons pu vous rappeler que lorsque vous posséderez l'altruisme, la sincérité et que vous assumerez vos responsabilités, vous connaîtrez alors
la vraie beauté. Merci. Florian Thiebaud et Priam, parce qu'on l'a un peu oublié pendant cette accusation. Et en effet, je suis surpris d'être là. Non pas de défendre Hélène, mais surpris de répondre aux accusations de Priam. Contre le peuple troyen, immolé sur l'autel de la reine étrangère, j'aurais compris la rancune. Contre le peuple grec, arraché à la douceur de sa terre pour mourir contre les remparts d'un autre continent, je comprends le ressentiment. Contre Ménélas, trahi et humilié, ou encore contre Écube, dévoré par la haine de sa bru, je devais envisager ma présence. Mais je ne peux pas croire que Priam, le plus sage, le plus pieux, le plus honnête des hommes, puisse s'en prendre à Hélène. Ou bien Priam est devenu fou, ou bien c'est son avocate que la folie atteint. Je vous montrerai ainsi, par l'éloge de Priam, qu'il est le plus avisé des hommes et que les propos tenus ne peuvent être raisonnablement de lui. Ensuite, avec vous, avec l'accusation éclairée dans son trouble, je pointerai du doigt vers les véritables coupables, non pas ici, mais là-haut, vers l'Olympe, vers les dieux, ce ramassis détestable d'immortels qui, contre l'ennui de l'éternité, s'amuse avec les destinées, fait vivre ou fait mourir, selon le caprice de ses humeurs. Mais d'abord, Priam, le plus aimant des pères, pour son peuple, pour ses fils, mais aussi pour Hélène, sa fille, son enfant. C'est ainsi qu'il l'appelle. Il sait que le peuple grec la réclame, que c'est son nom qui justifie la guerre. Il sait que son hymen provoque une violence innommable, un désespoir affreux et des lamentations quotidiennes devant les bûchers funèbres qui, tous les jours, flambent sur les terres de Troie. Lui-même n'est pas épargné. Ses enfants périssent, sacrifiés pour Hélène. Mestor, mort. Troïlos, mort. Hector, le fils adoré, transpercé par la lance d'Achille, son cadavre traîné des jours durant derrière un char contre le sol de cailloux, mort et outragé. Et pourtant, dans la noble sagesse et la pieuse humilité qui le caractérise, jamais Priam ne blâme celle que tous désignent comme la responsable. Si j'étais moi, Hélène, et qu'Hélène se tenait devant vous, comme elle saurait rappeler à vos cœurs de fer la bonté du roi qui l'accueillit à Troie, alors même qu'il la savait suivie de près par un terrible cortège. Elle vous rappellerait les mots qu'elle eut, inclinés, devant la dépouille du plus sensé des fils de Priam. Hector, à mon cœur le plus cher de beaucoup, de tous mes beaux-frères, que j'aurais dû mourir avant, car voici pour moi la 20e année depuis que je vins de là-bas et que j'ai quitté ma patrie. Mais jamais de toi je n'ai entendu un mot méchant ou amer. Et si quelque autre personne dans le palais me blâmait, un de mes beaux-frères, une de leurs sœurs ou de leurs femmes au beau voile, ou ma belle-mère, mon beau-père, Priam, lui, m'étant toujours doux comme un père. Toi, parlant en sens contraire, tu la retenais par ta douce sagesse et tes douces paroles. Si j'étais moi, Hélène, et qu'Hélène était là, vous sauriez les mots de Priam. Alors que Ménélas s'apprête à lever son bras puissant contre Paris, alors que les chefs troyens médisent contre la mortelle à la beauté damnée, Priam dit « Viens ici, ma fille, assieds-toi devant moi, afin de voir ton premier mari, vos parents et vos amis. Pour moi, ce n'est pas toi qui es responsable, mais les dieux qui ont excité contre moi cette déplorable guerre achéenne. Jamais le roi de Troie ne cède à la tentation facile d'accuser l'innocence, de placer en la femme ce qui est du chef de la divinité. Les hommes ne sont que les pions avec lesquels les dieux jouent sur l'échiquier terrestre. Alors qu'Aphrodite, déjouant la fatalité, sauve de justesse Paris de la lame de Ménélas, les dieux délibèrent des suites
à donner à la guerre qu'ils ont provoquée. Et Zeus de poser la question. Sera-ce encore la guerre terrible et mauvaise et l'horrible mêlée que nous exciterons? Ou jetterons-nous l'amitié entre ces deux peuples? Avec moi, vous voyez que Priam sait que le fait des dieux ne peut être imputé à l'homme et que les mots de l'accusation ne peuvent être ceux de Priam. Comme lui, je ne crois pas à la culpabilité d'Hélène. Les coupables, ce sont les dieux, les destinées tragiques tracées par la divinité contre lesquelles l'homme est impuissant. Il n'y a pas de libre arbitre. Il y a pourtant des révoltés, des insoumis, me direz-vous, qui se refusent à la fatalité. À Oedipe, que vous connaissez tous, on annonce qu'il tuera son père et épousera sa mère. Il fuit, loin des souverains de Corinthe qu'il pense être ses parents, croyant échapper à la destinée qui lui incombe. La suite, vous la connaissez. À Écube, épouse de Priam, mère de Paris, également, on prédit un funeste présage. Ton fils causera la chute de Troie. Refusant son sort, elle abandonne Paris, et c'est en berger que celui-ci est sollicité par les trois déesses pour le plus tragique des jugements. Laquelle d'entre nous est la plus belle? Désigne-moi, murmure Aphrodite, et tu auras l'amour de la plus belle des femmes. Dis que moi, Athéna, la déesse guerrière, je suis la plus belle, et tu domineras le monde grec. Choisis-moi, dit Héra, et tu trouveras l'Asie à tes pieds. Que choisit Paris? Non pas la guerre, non pas la domination, mais l'amour, la suite. Vous la connaissez, la guerre et la désolation. Écube aussi accusera Hélène, pourtant comme elle, victime. Comme Priam, victime. À ceux qui rétorqueraient que, contrairement à ces derniers, Hélène n'a pas agi, je répondrai qu'elle est simplement plus pieuse, plus pragmatique et plus avisée des conséquences de l'hubris qui animent les révoltés. Comme Hector, elle a accepté un sort qu'elle sait sceller. Hector, combattant Achille contre le bouclier duquel ses piques se brisent comme du verre. Il demande une nouvelle arme? Personne. Il comprend qu'Athéna la guerrière se tient aux côtés de son adversaire et que les dieux ont scellé son sort. Il ne fuit pas. Il court contre la lance d'Achille et vers sa destinée qui lui transperce le corps. Qui dirait qu'Hector était un lâche? Comme Hector, Hélène ne résiste pas. Mais pouvait-elle seulement le faire? Victime de cette beauté maudite dont elle ne peut se défaire, enlevée par Thésée alors qu'elle n'était qu'une enfant, donnée à Ménélas par son père, certainement pour la plus belle des dots, offerte à un Troyen pour un concours de beauté. Hélène, arrachée à sa terre, son époux et sa fille, l'âme coupable, le cœur tourmenté, la raison manipulée, le corps asservi, par l'amour qu'Aphrodite lui a imposé. Ainsi j'accuse les grands, les immortels, les dieux, d'avoir fait du monde leur terrain de jeu, de n'avoir d'occupation que les jalousies, les trahisons, la violence et la mort. J'accuse les trois garces, Athéna, Héra et Aphrodite, pour leur narcissisme hideux, pour leur discorde imbécile et pour la corruption d'un homme dont elles imposent les conséquences à l'humanité. J'accuse Zeus, le père idiot que l'on endort et que l'on manipule aussi facilement qu'un ivrogne, dieu de l'inconstance et de la complaisance, soumis aux caprices du Panthéon et médiateur incompétent. J'accuse Poséidon, à l'âme flétrie et au cœur embué. J'accuse Hadès, abruti belliqueux, amoureux du sang, amoureux de la chair, lorsqu'elle est déchirée par l'épée. Et pourtant, quelles sont faibles ces accusations. Comme leur résonance s'étouffe devant le tribunal des hommes. Seuls sont en cause les dieux. L'unique coupable, c'est ce panthéon maudit. Et comme c'est une affaire des dieux, les lois des hommes ne peuvent s'appliquer. Ce tribunal
est incompétent. Aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai refusé de porter la robe. J'ai refusé la mascarade impropre. Devant les dieux, refusé le carnaval des hommes. Dans la tragédie qui fait souffrir Hélène et qui fait pleurer Priam, vous n'êtes pas les juges, et nous ne sommes pas les maîtres, des esclaves des dieux. Chers confrères, je me devais d'accuser Hélène, et non pas de défendre Priam ou d'accuser Priam, qui n'a rien à se reprocher, au contraire d'Hélène. Vous m'avez traité de folle. Appelez-vous folie de défendre les vraies valeurs et de chercher le bien de tous et de faire régner la justice? On vous a demandé de défendre Hélène. Vous auriez pu faire mieux. Vous avez parlé des dieux. Alors, c'est trop facile. Vous déresponsabilisez comme cela une femme qui n'a fait que trop souffrir. Vous dites que les dieux sont responsables, qu'il n'y a pas de libre arbitre. Pourtant, moi, je choisis de lutter pour la justice. Vous voulez laisser donc tout impuni? Faites venir les dieux, donc. Là, on les jugera. Je m'amuse de voir que vous êtes vous-même, à votre tour, tombé sous son charme et que vous la défendez aveuglément. J'espère que cela changera. Merci. Et comme l'a dit l'accusation, j'aime bien les histoires divines et je déteste les dieux, donc je vais vous en narrer une autre pour vous montrer à quel point le libre arbitre n'existe pas, ou du moins n'existait pas. Nous sommes sur les murailles. Après avoir enlevé Paris à la mort qu'il s'apprêtait à subir de Ménélas, Aphrodite va chercher Hélène. Elle s'est déguisée en une servante de Lacédémone qu'Hélène aimait beaucoup. Elle vient la chercher pour réjouir son héros, Paris, en mettant Hélène dans son lit. Hélène découvre toutefois la mascarade, et dans un discours désespéré, mais discours cependant, elle dit à la déesse : « Démon, pourquoi vouloir me séduire ainsi? Plus loin encore, vers quelle ville bien établie m'emmèneras-tu? Dans la Phrygie ou la Méonie, si là aussi tu as quelque ami parmi les hommes de parole? Hélène, consolation des hommes après le combat, attribuée aux favoris des dieux, un objet, une chose, que tous s'arrachent, mais qui demeure une chose. Et Aphrodite de répondre à l'impertinence d'Hélène. Ne m'irrite pas, misérable. Crains qu'en ma colère je ne t'abandonne et ne te haïsse aussi étonnamment que je t'ai aimé. Qu'entre les deux parties, je ne trame des haines funestes et que toi, tu ne périsses par un mauvais destin. Cela, c'était hier. Actualisons l'histoire aujourd'hui avec l'accusation qui a tué ou négligé les dieux. Le Panthéon est mort et pour Hélène, rien ne change. Esclave des dieux ou esclave des hommes, la belle demeure asservie. Non. Tribunal, émancipez Hélène. Incompétent pour juger les dieux, vous êtes compétent pour condamner les hommes. Ne substituez pas la tyrannie des uns pour la tyrannie des autres. Les dieux sont morts? Très bien. Ne faites pas des hommes des dieux. Ménélas, pouvoir de la force et de l'argent. Paris, violeur, phallocrate. Priam, conservateur, paternaliste. Je préfère le Priam d'hier. Hélène, oui. Et j'espère que vous aussi, avec moi, vous l'aimerez en tout temps. On vous dit que la femme est manipulatrice, dites qu'elle est persuasive, forte et intelligente. On dit adultère, dites indépendance. On dit trahison, dites et applaudissez la liberté.